On s'en va. Quelque chose ne va vraiment pas. M'a chuchoté ma femme Lisa à l'oreille, en serrant mon bras si fort qu'elle m'a laissé des marques. Je me tenais près de la table des desserts, un verre de champagne tiède à la main, regardant ma cousine Rebecca découper le gâteau de mariage dans sa robe de princesse. La salle était remplie de fleurs blanches, de lumière dorée et le son de « At Last » jouait doucement dans les haut-parleurs. Tout semblait parfait. Trop parfait. Je m'appelle Henri et, à 32 ans, je n'aurais jamais imaginé que je remettrais en question la santé mentale de ma propre famille lors d'un mariage qui aurait dû être une célébration. « Lisa, tu exagères », murmurai-je en esquissant un sourire tandis que je saluais mon oncle Robert, assis à la table d'honneur aux côtés des parents de la mariée. Mais elle ne lâcha pas mon bras. « Henri, écoute-moi. Cet homme là-bas n'est pas ton grand-père Edmund. » Mon sang se glaça. Je regardai discrètement dans la direction qu'elle m'indiquait. Il était là, grand-père Edmund, âgé de 87 ans, les cheveux blancs parfaitement coiffés, vêtu du même costume bleu marine qu'il portait toujours pour les grandes occasions. Il souriait et saluait les invités, exactement comme il avait toujours fait. Bien sûr que c'est lui. De quoi parles-tu? Lisa m'a tiré par le bras et m'a entraîné vers un coin plus discret. Ses mains, Henri. Regarde ses mains. J'ai concentré mon attention. Les mains de grand-père Edmund avaient toujours été particulières. Il avait perdu son petit doigt droit dans un accident de menuiserie dans les années 60. Une histoire qu'il racontait fièrement à tous ceux qui voulaient l'entendre. L'homme à la table principale avait ses 10 doigts. C'est impossible, murmurai-je, sentant mon monde s'écrouler. Ça doit être l'angle, ou peut-être qu'il porte une prothèse. Henri, dit Lisa d'une voix tremblante, quand as-tu parlé à ton grand-père pour la dernière fois? En personne? La question me frappa comme un coup de poing dans l'estomac. Je vivais à Seattle depuis 4 ans, où je travaillais comme ingénieur en informatique. Les visites à ma famille dans l'Ohio étaient rares. Les grandes fêtes, les anniversaires importants. Et ces 2 dernières années. À Noël dernier, mentis-je, sachant que c'était un mensonge dès que les mots sortirent de ma bouche. Non, Henri. C'est plus long que ça. Tu te souviens comment ta mère trouvait toujours des excuses? Il était fatigué, ou malade, ou il ne voulait pas être dérangé. À quand remonte la dernière fois où tu lui as vraiment parlé? Mon esprit a parcouru mes souvenirs. Les coups de fil où ma mère répondait que mon grand-père dormait. Les appels vidéo annulés à la dernière minute. Les emails que j'envoyais et qui restaient sans réponse. 3 ans. Cela faisait 3 ans que je n'avais pas eu de vraie conversation avec mon grand-père. L'homme à la table principale éclata de rire, et le son me fit frissonner. Ce n'était pas le rire de grand-père Edmund, ce rire rauque et contagieux que je connaissais depuis mon enfance. Celui-ci semblait forcé. « Nous devons partir maintenant », a insisté Lisa, et pour la première fois, je n'ai pas protesté. J'ai pris mon portefeuille et mes clés de voiture, le cœur battant à tout rompre. Alors que nous nous dirigions discrètement vers la sortie, j'ai jeté un coup d'œil à la famille réunie. Ma mère, ma tante, mes cousins. Tous semblaient nerveux, tendus, comme des acteurs le premier jour de répétition. Et l'homme qui était censé être mon grand-père continuait de sourire aux caméras, posant pour les photos, incarnant le grand-père aimant parfait pour une famille qui était peut-être en train de jouer la comédie la plus cruelle à laquelle j'avais jamais assisté. Si vous aimez cette histoire de mystère familial, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, car ce que nous avons découvert ensuite va bouleverser tout ce que vous pensez de la confiance familiale. Mais à ce moment-là, en quittant discrètement le mariage de ma cousine, je n'avais encore aucune idée que j'étais sur le point de découvrir un mensonge que ma famille entretenait depuis des années et qui allait changer à jamais ma perception de ceux en qui j'avais vraiment confiance. Dans la voiture, Lisa a mis la climatisation à fond, mais mes mains continuaient de transpirer. Je conduisais en silence dans les rues familières de Westerville, dans l'Ohio, essayant de comprendre ce que nous venions de vivre. « Henri, arrête-toi sur le parking de ce supermarché », m'a dit Lisa en montrant un crochet sur notre droite. Il faut qu'on en parle sérieusement. Je me suis garé sous un arbre et j'ai coupé le moteur. Le silence dans la voiture rendait tout cela encore plus réel. Lisa, on exagère peut-être. Il a peut-être subi une opération au doigt, ou... Henri. Elle se tourna complètement vers moi, ses yeux verts intensément fixés sur moi. Je travaille depuis 10 ans comme ergothérapeute. Je connais l'anatomie humaine mieux que la plupart des médecins. Cet homme n'est pas seulement physiquement différent de ton grand-père. Sa posture est différente, la façon dont il tient les objets, même la façon dont il cligne des yeux. Mon estomac se retourna. Lisa ne parlait jamais ainsi de son travail. Elle prenait sa profession trop au sérieux pour faire des accusations à la légère. De plus, a-t-elle poursuivi en sortant son téléphone de son sac, quand as-tu vraiment parlé à ton grand-père Edmund pour la dernière fois? Pas un coup de fil où ta mère a répondu. Une vraie conversation.
J'ai fermé les yeux et j'ai essayé de me souvenir. Il y a 3 ans, peut-être 4. Grand-père Edmund m'avait appelé directement sur mon portable, impatient de me parler d'un nouveau projet de menuiserie qu'il réalisait pour Rebecca, ma cousine qui venait de se marier. Il construisait une armoire spéciale pour sa chambre, murmurai-je, le souvenir me revenant vivement. Il disait qu'il voulait qu'elle soit parfaite parce qu'elle avait toujours été sa petite fille préférée. Et après cet appel, ma mère a commencé à répondre chaque fois que j'appelais. Elle disait qu'il était fatigué, ou qu'il avait des problèmes d'audition, ou qu'il ne voulait déranger personne avec ses grognements de vieillard. Les mots sortirent amèrement de ma bouche. Lisa acquiesça lentement. Henri, ta famille a clairement tendance à te tenir à l'écart. Depuis que nous nous sommes rencontrés, il y a 6 ans, combien de fois t'ont-ils invité à quelque chose d'important? La question me fit mal, car je connaissais la réponse. Ce mariage. Et seulement parce que Rebecca avait besoin de plus d'invités pour remplir la salle. Exactement. Et même ainsi, regarde comment ils t'ont traité aujourd'hui. Ta propre mère t'a à peine adressé la parole. Ta tante Carole s'est comportée comme si tu étais un étranger. Et ton cousin Derek n'a pas arrêté de faire des blagues sur le fait que tu avais abandonné ta famille pour vivre à Seattle. Derek. Mon cousin d'1 an, mon cadet, qui a toujours été jaloux de ma carrière dans la technologie. Aujourd'hui, pendant le cocktail, il avait fait plusieurs remarques sur le fait que j'étais le cousin riche qui avait oublié d'où il venait et le type qui se croit supérieur à tout le monde parce qu'il vit sur la côte ouest. Lisa, tu penses qu'il nous cache quelque chose au sujet de grand-père Edmund? Henri, je pense que ton grand-père est peut-être mort depuis des années. Cette phrase m'a frappé en plein cœur. J'ai senti l'air sortir de mes poumons. C'est impossible. Il n'aurait pas fait ça. Il n'aurait pas fait quoi? Te dire qu'il était mort? Lisa m'a pris la main. Réfléchis bien. Quand as-tu vu la dernière vraie photo de lui? Pas ces photos floues que ta mère envoyait de temps en temps sur WhatsApp. Une photo claire, récente. Je ne m'en souvenais pas. Et le testament, Henri. As-tu déjà parlé à ton grand-père de son héritage, de ses projets pour la propriété? Je me suis souvenu d'une conversation spécifique, il y a environ 3 ans. Grand-père Edmund avait mentionné qu'il voulait me laisser la maison familiale, car j'étais le seul de la famille à avoir vraiment fait quelque chose de ma vie, et à ne pas avoir dépendu des autres toute ma vie. Il a dit qu'il me laisserait la maison, murmurai-je. Il a dit que Derek et Rebecca n'avaient jamais quitté le nid familial, que j'étais différent. Lisa serra ma main plus fort. Henri, et si ton grand-père t'avait vraiment laissé la maison? Et si ta famille le savait? La prise de conscience me frappa comme un coup de tonnerre. La maison de grand-père Edmund était le bien le plus précieux de la famille. Une maison victorienne de 1900, parfaitement conservée, sur un terrain de 2 acres dans le quartier le plus prisé de Westerville. Elle valait facilement plus d'un demi-million de dollars. Et toute ma famille y vivait maintenant. Ma mère avait emménagé là-bas pour s'occuper de papa 2 ans auparavant. Derek et sa femme vivaient dans l'annexe à l'arrière. Rebecca vivait à l'étage pendant qu'elle économisait pour acheter sa propre maison, à 27 ans. Ils vivent dans sa maison, dis-je à voix haute, les pièces du puzzle s'assemblant. Tous. Et s'il est mort? Et si le testament a été lu et que tu as tout hérité? A ajouté Lisa. Ils perdraient non seulement la maison, mais aussi leur source de revenus. Ton grand-père avait une entreprise de restauration de meubles, n'est-ce pas? Oui. Edmund's Custom Woodworks. Une entreprise florissante qui desservait tout le centre de l'Ohio. Derek avait officiellement repris l'entreprise 2 ans auparavant, selon ma mère. Mon Dieu, murmurai-je, s'il me cache sa mort. C'est une fraude à grande échelle, dit Lisa. Usurpation d'identité, appropriation d'héritage, dissimulation d'informations légales. Henri, ce n'est pas seulement un mensonge familial. C'est un crime fédéral. Je pris mon téléphone et commençai à composer le numéro de ma mère. J'avais besoin de réponses. Attends, m'a dit Lisa en me retenant le poignet. S'ils ont vraiment fait ça, tu crois qu'ils vont l'avouer au téléphone? Ils vont tout nier et te faire passer pour un fou. Elle avait raison. Si ma famille était capable de mettre en scène tout un mariage avec un imposteur, elle avait certainement une version toute prête pour répondre à toutes les questions. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Lisa m'a regardé avec cette expression déterminée que je connaissais bien. C'était la même expression qu'elle avait lorsqu'elle affrontait la bureaucratie hospitalière pour défendre ses patients. On va enquêter. Discrètement. Et quand on sera sûr. Elle a fait une pause, on leur donnera exactement ce qu'ils méritent. À ce moment-là, assis sur le parking d'un supermarché un dimanche après-midi, j'ai réalisé que ma vie s'était divisée en 2 parties.
avant et après avoir découvert que ma propre famille m'avait peut-être volé non seulement un héritage, mais aussi la chance de dire au revoir à l'homme le plus important de mon enfance. Et si c'était vrai, il n'avait aucune idée de l'erreur qu'il venait de commettre en sous-estimant le petit-fils oublié qui vivait à l'autre bout du pays. Le lundi matin, j'ai appelé le cabinet de l'avocat qui s'était occupé des affaires juridiques de grand-père Edmund pendant des décennies, William Thornton. Monsieur Thornton, je suis Henry Ellis, le petit-fils d'Edmund Ellis. J'ai besoin de vérifier certaines informations concernant le testament de mon grand-père. Le silence à l'autre bout du fil dura trop longtemps. Henry, dit l'avocat d'un ton prudent, vous ne devriez pas m'appeler directement. Votre mère et moi avons déjà longuement discuté de cette situation. Mon estomac se noie. Quelle situation? Henry, votre grand-père est décédé il y a 2 ans et demi. Le testament a été exécuté conformément à ses instructions. Je pensais que vous le saviez. Ces mots me frappèrent comme un coup de massue. 2 ans et demi. Pas 3 ans comme Lisa l'avait supposé, mais tout de même plus de 2 ans de mensonges. Monsieur Thornton, ai-je hérité de quelque chose? Vous avez hérité de pratiquement tout. La maison, l'entreprise, les comptes bancaires. Vos parents et vos cousins ont reçu des sommes symboliques, mais Edmund a été très clair sur ses intentions. Mes mains se mirent à trembler. Et où se trouvent ces propriétés maintenant? Eh bien, techniquement, elles sont à votre nom, mais votre famille continue de tout gérer, temporairement, jusqu'à ce que vous soyez prête à assumer vos responsabilités. Du moins, c'est ce que votre mère m'a dit que vous aviez demandé. Mensonge. Je n'ai jamais rien demandé. Monsieur Thornton, je n'ai jamais dit cela. Je ne savais même pas que mon grand-père était décédé. Le silence s'installa à nouveau, plus long cette fois-ci. Henry, je veux que vous veniez dans mon bureau immédiatement. Lorsque j'arrivai au bureau de Thornton 2 heures plus tard, Lisa à mes côtés, le vieil avocat me tendit un épais dossier contenant des documents qui bouleversèrent complètement ma compréhension de la situation. Votre grand-père a laissé des instructions très précises, expliqua-t-il en ajustant ses lunettes. Il se doutait que votre famille tenterait de contester le testament ou de vous manipuler d'une manière ou d'une autre. C'est pourquoi il a pris des précautions. Thornton ouvrit un deuxième dossier. Il vous a également laissé ceci. C'était une lettre manuscrite, dans l'écriture familière de grand-père Edmund. Henry, si tu lis ceci, c'est que tu as probablement découvert que ta famille n'a pas été honnête au sujet de ma mort. Cela ne me surprend pas. Ils ont toujours été très doués pour protéger leurs propres intérêts. Je t'ai tout laissé parce que tu es le seul à avoir construit quelque chose par toi-même, sans dépendre de l'argent de la famille. Mais je sais qu'ils essaieront de t'empêcher de prendre possession de ce qui t'appartient. C'est pourquoi j'ai créé un fonds fiduciaire spécial. Si quelqu'un tente d'utiliser ma propriété ou mes affaires sans ton autorisation expresse pendant plus de 6 mois après ma mort, tous les actifs seront automatiquement transférés à une institution légale qui garantira tes droits. Le délai expire dans exactement 3 semaines à compter d'aujourd'hui. Tu as toujours été mon petit-fils préféré, Henry. Ne les laisse pas te convaincre du contraire. Avec tout mon amour, grand-père Edmund. La lettre était datée de 3 mois avant sa mort. Henry, dit Thornton gentiment, ta famille vit illégalement sur ta propriété depuis 2 ans et demi. Ils exploitent ton entreprise sans autorisation légale. Et techniquement, ils ont commis une fraude en cachant le décès d'Edmund aux autorités fiscales et à vous. Lisa me tenait la main pendant que j'assimile cette information. Que se passe-t-il si le délai du fonds fiduciaire expire? Tous les biens seront transférés à un cabinet juridique spécialisé dans le recouvrement d'actifs. Ils prendront possession de tout, liquideront les biens et vous recevrez la valeur en espèces. Votre famille perdrait non seulement le droit de continuer à vivre là-bas, mais aussi toute chance de négocier une transition à l'amiable. Il restait 3 semaines. 3 semaines pour décider si je voulais détruire complètement ma famille ou trouver un moyen de régler cette affaire sans les anéantir. Il y a autre chose, a poursuivi Thornton en sortant une enveloppe plus petite. Votre grand-père m'a demandé de vous remettre ceci uniquement si vous découvriez la vérité par vous-même. Dans l'enveloppe, il y avait une clé et une adresse que je ne reconnaissais pas. C'est un garde-meuble qu'il a loué à votre nom il y a 3 ans. Il a dit que vous sauriez quoi faire du contenu le moment venu. Nous avons quitté le bureau en silence. Dans la voiture, Lisa a finalement pris la parole. Henry, tu as suffisamment de preuves pour les poursuivre au pénal. Fraude, détournement de fonds, falsification de documents. Derek, en particulier, risque la prison pour avoir exploité cette entreprise illégalement. Je conduisais en pilote automatique, mon esprit passant en revue toutes les possibilités. Mais je peux aussi simplement prendre possession de tout et les mettre à la rue, murmurai-je. Légalement, ils n'ont droit à rien. Que veux-tu faire?
Je m'arrêtai à un feu rouge et la regardai. Je veux d'abord aller à cet entrepôt. Je dois savoir ce que mon grand-père m'a laissé d'autre. Le garde-meuble se trouvait à l'autre bout de la ville. Lorsque j'ai ouvert la porte avec la clé, j'ai trouvé quelque chose à laquelle je ne m'attendais pas. Des dizaines de cartons bien rangés, chacun étiqueté avec des dates et les noms des membres de la famille. La première boîte que j'ai ouverte contenait des documents financiers détaillés montrant comment Derek avait détourné de l'argent de l'entreprise vers ses comptes personnels. La deuxième contenait des enregistrements audio, des conversations entre ma mère et Derek sur la façon de tenir Henry à l'écart jusqu'à ce que les choses se calment. Grand-père Edmund avait systématiquement documenté chaque mensonge, chaque manipulation, chaque tentative de la famille pour m'exclure des décisions importantes. La dernière boîte portait une étiquette différente, pour quand Henry décidera que ça suffit. À l'intérieur, il y avait des copies de tous les contrats frauduleux que Derek avait signés en utilisant le nom de grand-père Edmund après sa mort, des photos détaillées des améliorations coûteuses qu'ils avaient apportées à la maison avec l'argent de l'héritage et une liste complète de tous les biens qu'ils avaient vendus en secret. Au fond de la boîte, une dernière lettre. Henry, si tu es arrivé jusqu'ici, c'est qu'ils ont finalement dépassé les bornes. Je suis sûr que ta mère a inventé une excuse pour te dire pourquoi tu ne peux pas savoir que je suis mort. Ils ont peut-être même mis en scène une sorte de comédie pour te tenir à l'écart. Tu as deux choix. Tu peux utiliser ces preuves pour les détruire complètement, ou tu peux t'en servir comme levier pour récupérer ce qui t'appartient et leur donner une dernière chance de faire ce qui est juste. C'est à toi de choisir, mais souviens-toi, ils ont eu 2 ans pour dire la vérité. Ils ont choisi de mentir. Ne sois pas comme eux, Henry. Sois meilleur. Mais ne sois pas idiot non plus. Je refermai la boîte et regardai Lisa. Ils n'ont aucune idée de ce qui les attend. Pour la première fois depuis notre mariage, je souris sincèrement. Ce n'était pas un sourire joyeux, mais le sourire froid de quelqu'un qui vient de découvrir qu'il a toutes les cartes en main. Et le délai de 3 semaines signifiait que j'aurais suffisamment de temps pour planifier exactement comment je voulais jouer chacune d'entre elles. J'ai passé la semaine suivante à faire comme si de rien n'était. Lisa et moi sommes retournés à Seattle, où nous avons repris notre routine habituelle, mais chaque soir, j'étudiais méticuleusement chaque document que grand-père Edmund avait laissé. Ma stratégie devait être parfaite. Le jeudi, j'ai appelé Derek en prétendant vouloir discuter d'affaires familiales. Henry, quelle surprise! Sa voix semblait sincèrement joyeuse. Je pensais que tu étais trop occupé par ta vie de riche à Seattle pour appeler ta famille. En fait, Derek, je pensais investir dans l'entreprise de grand-père Edmund. Peut-être apporter quelques idées technologiques, moderniser les opérations. Il y eut un silence de 5 secondes au bout du fil. Ah, mec, c'est juste que... Eh bien, grand-père n'est pas très impliqué dans les affaires ces derniers temps. C'est moi qui m'occupe de tout maintenant. Il se concentre davantage sur... se reposer. Je vois. Mais les comptes sont en ordre? J'aimerais jeter un œil aux chiffres avant de m'engager. Bien sûr, bien sûr. J'ai juste besoin de... mettre quelque chose en ordre d'abord. Tu sais, la paperasse, ces choses ennuyeuses. J'ai noté la date de l'appel. Derek venait d'admettre qu'il dirigeait l'entreprise sans autorisation légale, et j'avais l'enregistrement. Le samedi, j'ai appelé ma mère. Henry, mon chéri. Elle semblait surprise, mais prudente. Comment s'est passé ton vol? Très bien, maman. Je me disais, ça fait longtemps que je n'ai pas eu de vraie conversation avec grand-père Edmund. Est-ce que je peux l'appeler directement? Oh, mon chéri, tu sais comment il est. Il n'entend plus très bien et il est perdu avec les téléphones. Je ferais mieux de lui transmettre ton message. Et un appel vidéo alors? Ou je peux lui rendre visite la semaine prochaine? Henry, pourquoi cette insistance soudaine? Tu ne t'intéressais pas tant que ça avant. Le ton accusateur de sa voix me fit sourire ironiquement. Peut-être parce que j'ai réalisé que le temps est précieux, maman, et que la famille est importante. Eh bien, il traverse une période difficile. Peut-être que dans quelques semaines. Quelques semaines, ce sera peut-être trop tard, maman. Le silence s'installa. Que veux-tu dire par là? Simplement que les personnes de son âge, on ne sait jamais combien de temps il nous reste, n'est-ce pas? Lorsque j'ai raccroché, ma mère avait promis d'essayer d'organiser quelque chose, mais sans s'engager sur une date précise. Une preuve supplémentaire qu'il cachait désespérément quelque chose. Le lundi, j'ai mis en œuvre la deuxième phase de mon plan. J'ai appelé 3 clients importants d'Edmunds Custom Woodworks, me présentant comme le petit-fils d'Edmund et futur associé de l'entreprise. Le premier appel fut révélateur. Monsieur Patterson, je suis Henry Ellis, le petit-fils d'Edmund. Je prends certaines responsabilités dans l'entreprise et j'aimerais revoir notre contrat actuel. Henry.
Edmund m'a beaucoup parlé de vous au fil des ans. Je suis désolé pour votre perte. Au fait, votre grand-père était un homme exceptionnel. Mon cœur s'est emballé. Pardon, monsieur Patterson. Une perte? Oh! Sa voix a immédiatement changé. Eh bien, je pensais que vous le saviez. Edmund est décédé il y a environ 2 ans, n'est-ce pas? Derek, son cousin, a repris les contrats. Il ne m'a pas dit que vous étiez impliqué maintenant. Non, monsieur Patterson. Derek ne m'a rien dit. Si vous aimez les histoires de famille compliquées comme celle-ci, abonnez-vous à la chaîne, car nous avons encore beaucoup de rebondissements à venir dans ce voyage à la découverte de la famille. Après l'appel, je suis resté assis en silence pendant 20 minutes. Un client important était au courant du décès de grand-père Edmund depuis 2 ans, mais ma propre famille avait mis en scène une mascarade élaborée pour me tenir dans l'ignorance. La cruauté de cette situation m'a coupé le souffle. J'ai appelé les 2 autres clients. Ils étaient tous 2 au courant du décès. Ils ont tous 2 exprimé leurs condoléances et ont mentionné que Derek avait gentiment pris en charge les projets en cours pendant cette période difficile pour la famille. Non seulement Derek dirigeait illégalement l'entreprise, mais il utilisait la mort de grand-père Edmund comme stratégie marketing pour susciter la sympathie et fidéliser les clients. Le mardi, j'ai décidé de me rendre au cimetière local de Westerville. J'ai cherché pendant 2 heures, mais j'ai finalement trouvé une simple pierre tombale avec le nom Edmund Ellis et les dates de naissance et de décès. La date de décès confirmait ce que l'avocat avait dit 2 ans et demi auparavant. Il y avait des fleurs fraîches sur la tombe. Des roses blanches avec une carte qui disait « Nous t'aimerons pour toujours, ta famille qui t'aime ». L'hypocrisie m'a rendu malade. J'ai pris des photos de tout, y compris des registres du cimetière qui confirmaient quand et qui avait organisé l'enterrement. Ce n'était pas moi. Je n'avais pas été consulté. Je n'avais même pas été informé. Mercredi, j'ai décidé de tester jusqu'où allait la supercherie de ma famille. J'ai envoyé un email à ma mère. « Maman, j'ai beaucoup réfléchi à notre conversation. J'aimerais envoyer un cadeau spécial à grand-père Edmund par la poste. Peux-tu m'envoyer l'adresse exacte et le nom complet pour la livraison ?» La réponse est arrivée 2 heures plus tard. « Mon chéri, c'est très gentil de ta part. Mais tu sais combien papa est perturbé par les livraisons. Il vaut mieux que tu l'envoies à moi et je te le remettrai en main propre. Il sera très heureux. » J'ai envoyé un autre email. « En fait, je veux que ce soit une surprise. Il se peut qu'il ne reconnaisse pas mon nom sur l'expéditeur, alors je vais mettre « de ton petit-fils préféré ». Il saura que c'est moi. Cette fois, la réponse a mis 6 heures à arriver. « Henri, il vaut vraiment mieux que tu me l'envoies. Papa traverse une période où les cadeaux inattendus le rendent anxieux. Fais-moi confiance. Fais-moi confiance. » Les mots que ma mère utilisait quand j'étais enfant et qu'elle voulait que j'arrête de poser des questions sur des choses qui ne me regardaient pas. Jeudi, j'ai pris une décision qui allait tout changer. J'ai appelé le bureau de Thornton et j'ai pris rendez-vous pour lundi prochain, soit exactement 2 semaines avant l'expiration du délai du fonds fiduciaire. Monsieur Thornton, je souhaite prendre officiellement possession de tous les biens que mon grand-père m'a légués. Et je souhaite informer officiellement ma famille qu'elle vit illégalement sur ma propriété. Henri, êtes-vous sûr de vouloir faire cela, une fois que nous aurons entamé la procédure judiciaire? J'en suis absolument certain. Et vous, monsieur Thornton? Je veux également poursuivre Derek pour avoir exploité mon entreprise sans autorisation, ainsi que toute la famille pour fraude et dissimulation d'informations légales. Cela pourrait entraîner l'emprisonnement de certains d'entre eux. Ils ont eu 2 ans et demi pour faire ce qu'il fallait. Ils ont choisi de me tromper à chaque occasion. Lorsque j'ai raccroché, j'ai ressenti un calme étrange. Ce n'était ni de la colère, ni de la tristesse. C'était le sentiment apaisant de quelqu'un qui avait enfin décidé de ne plus être une victime. Lisa m'a trouvé ce soir-là, en train de classer tous les documents sur la table de la salle à manger. « Comment te sens-tu » m'a-t-elle demandé. Comme quelqu'un qui est sur le point de donner à ma famille exactement ce qu'elle mérite. Elle s'est assise à côté de moi et m'a pris la main. Et après, que se passera-t-il quand tout cela sera terminé? Je l'ai regardé, puis j'ai regardé les piles de preuves éparpillées sur la table. Des photos, des contrats frauduleux, des enregistrements, des témoignages de clients, des relevés bancaires. Après, Lisa, nous rentrerons chez nous, notre vraie maison, et nous construirons une vie loin des gens qui pensent que le mensonge et la manipulation sont des formes acceptables d'amour familial. Le temps pressait. Dans exactement 13 jours, soit je prenais le contrôle de la situation, soit je perdais à jamais la chance de rendre justice à l'héritage de grand-père Edmund. Mais pour la première fois depuis mon mariage, je savais exactement ce que j'allais faire. Et ils n'avaient pas la moindre idée de la tempête qui s'apprêtait à s'abattre sur eux. Le lundi matin,
je me suis garé devant la maison de grand-père Edmund, ma maison désormais, avec 3 voitures qui me suivaient. La première était celle de l'avocat Thornton. La deuxième, celle de 2 huissiers de justice. La troisième, celle d'un détective privé que j'avais engagé pour tout documenter. Derek était sur la terrasse quand je suis sorti de la voiture, en train d'arroser les plantes que mon grand-père avait plantées des décennies auparavant. Henry, quelle surprise! Je ne savais pas que tu étais en ville. Derek, répondis-je calmement en m'approchant de lui, un dossier à la main. Nous devons parler. Ma mère apparut à la porte, encore en peignoir, l'air paniqué. Henry, mon chéri, que se passe-t-il? Pourquoi y a-t-il autant de monde? Thornton s'approcha et lui tendit une enveloppe officielle. Madame Ellis, ceci est un avis d'expulsion. Vous avez 72 heures pour quitter la propriété. Le silence qui suivit ne fut rompu que par le bruit du tuyau d'arrosage de Derek tombant sur le sol. Expulsion? Balbutia ma mère. C'est ridicule. C'est notre maison. En fait, dis-je en ouvrant mon dossier, c'est ma maison. Je l'ai hérité légalement de grand-père Edmund quand il est mort il y a 2 ans et demi. Derek pâlit. Henry, de quoi parles-tu? Grand-père va bien. Il est juste. Mort, Derek. Il est mort. Et vous le savez tous. C'est alors que Thornton tendit les copies du certificat de décès. Ma mère s'effondra sur la chaise de la véranda. Comment as-tu, quand l'as-tu découvert? Lors de ton mariage truqué, Rebecca, répondis-je en regardant ma cousine qui était apparue à la porte. Quand vous avez demandé à mon oncle de jouer le rôle de grand-père Edmund. Rebecca s'est mise à pleurer. Henry, on peut t'expliquer. Ce n'est pas nécessaire. Je sais déjà tout. J'ai ouvert mon dossier et j'ai commencé à distribuer des documents. Voici les relevés bancaires montrant comment Derek a détourné 240 000 $ de l'entreprise vers des comptes personnels. Voici les contrats frauduleux qu'il a signés en utilisant le nom de grand-père après sa mort. Et ceci. Je sortis un petit magnétophone. Ce sont les conversations que vous avez eues pour vous mettre d'accord sur la manière de me tenir à l'écart, jusqu'à ce que les choses se calment. Derek tenta de parler, mais je continuai. Grand-père Edmund avait tout prévu. Il a documenté chaque mensonge, chaque manipulation, chaque tentative de votre part pour m'exclure. Il savait que vous essayeriez de me voler. Je montrai la lettre manuscrite de mon grand-père. Ma mère la lut en silence, les mains tremblantes. Henry, murmura-t-elle, tu ne comprends pas. Nous avons fait cela pour toi, pour te protéger de la douleur. Mensonge, ai-je explosé, perdant enfin mon sang-froid. Vous avez fait cela pour l'argent, pour la maison, pour l'entreprise. Vous m'avez volé 2 ans et demi de deuil, vous m'avez empêché de lui dire adieu, et vous avez eu l'audace d'organiser une fête d'anniversaire avec un acteur. Le détective privé photographiait tout. Les huissiers attendaient les instructions. Il y a plus. Ai-je continué en sortant un deuxième dossier. Les clients de l'entreprise qui étaient au courant de sa mort depuis des années. Les registres du cimetière indiquant qui a organisé les funérailles, sans me consulter. Et les emails que vous avez échangés sur la façon de gérer Henry, quand je commencerai à poser des questions. Derek a finalement retrouvé sa voix. Henry, nous sommes une famille. Nous pouvons régler cela entre nous, sans avocat, sans. Une famille? Ai-je ri amèrement. Une famille ne ment pas sur la mort. Une famille ne vole pas un héritage. Une famille ne monte pas un spectacle élaboré pour empêcher un petit-fils d'assister aux funérailles de son propre grand-père. Ma mère s'est levée, tentant un dernier coup. Henry, tu ne peux pas nous faire ça. Où allons-nous vivre? Derek a de jeunes enfants. Vous auriez dû y penser avant de commettre une fraude fédérale, ai-je répondu froidement. C'est alors que Rebecca a tenté une approche différente. Henry, que veux-tu? De l'argent? Nous pouvons te rembourser, nous pouvons. Ce que je veux. L'ai-je interrompu. Je veux que vous payiez pour chaque mensonge. Je veux que Derek soit poursuivi pour avoir exploité illégalement mon entreprise. Je veux que vous assumiez les conséquences de chaque choix que vous avez fait au cours des 2 dernières années et demie. Thornton s'approcha. Henry, les documents sont en règle. Nous pouvons engager des poursuites pénales. Je regardais ma famille, mon ancienne famille, pour la dernière fois en tant que groupe. Ils semblaient plus petits maintenant, rapetissés par la réalité de leurs actes. Vous avez 72 heures, répétai-je. Après cela, tout ce qui reste ici sera considéré comme une intrusion. Alors que je retournais vers ma voiture, Derek m'a crié. Henry, tu vas le regretter. Tu ne peux pas détruire ta propre famille. Je me suis arrêté, je me suis retourné et j'ai souri pour la première fois depuis des semaines. Derek,
C'est vous qui avez détruit la famille quand vous avez décidé que mentir était plus facile qu'être honnête. Je ne fais que nettoyer. Ce qu'il ne savait pas encore, c'est que les 72 heures n'étaient que le début. J'avais découvert quelque chose dans le garde-meuble qui allait tout changer pour toujours. 3 jours après l'expulsion, j'ai reçu un appel qui a tout changé. Monsieur Ellis, je suis l'inspecteur Morrison de la police de Westerville. Nous devons vous parler des preuves que vous nous avez fournies. Je l'ai rencontré dans le même entrepôt où grand-père Edmund avait conservé des décennies de secrets de famille. Mais ce que je n'avais encore montré à personne se trouvait dans la dernière section, fermée par une deuxième clé que j'avais trouvée cousue à l'intérieur de la doublure d'une des boîtes. Henry, a dit Morrison en examinant les documents, ce n'est pas seulement une simple fraude. C'est une conspiration criminelle organisée. Dans la section secrète, grand-père Edmund avait documenté non seulement les mensonges sur sa mort, mais aussi un plan élaboré que ma famille mettait en œuvre depuis des années. Ils ne se contentaient pas de cacher sa mort, ils avaient planifié son isolement bien avant cela. Les enregistrements audio que j'ai trouvés étaient accablants. Henry ne le découvrira jamais si nous contrôlons son accès, disait la voix de ma mère, dans une conversation datant de 4 ans. Papa devient vraiment sénile. Nous pouvons utiliser cela à notre avantage. Et s'il insiste pour lui rendre visite? Demandait Derek. On dira que papa est malade, hospitalisé, n'importe quoi. L'important, c'est de garder Henry à Seattle jusqu'à... Sa voix baissait. Jusqu'à ce que la nature fasse son œuvre. Ils attendaient la mort de mon grand-père. Ils planifiaient activement de le tenir éloigné de moi pour qu'il ne puisse pas modifier son testament. Mais il y avait plus. Des documents médicaux falsifiés montraient qu'ils avaient convaincu grand-père Edmund que je ne voulais plus lui parler. De fausses lettres écrites de ma main disaient que j'étais trop occupé par ma vie à Seattle pour me soucier de problèmes familiaux. Mon grand-père est mort en croyant que je l'avais abandonné. Cette révélation m'a coupé le souffle pendant 20 minutes. Monsieur Ellis, a poursuivi Morrison, nous avons également trouvé des preuves que votre famille a modifié les médicaments de votre grand-père au cours des derniers mois de sa vie. Rien de mortel, mais des substances qui accélèrent le déclin cognitif. Il voulait qu'il semble moins apte à témoigner contre eux si nécessaire. Derek allait désormais faire face à des accusations de maltraitance envers une personne âgée, en plus de fraude. Ma mère serait poursuivie pour complot et falsification de documents. Rebecca et son mari, complices à chaque étape, seraient accusés de complicité. Mais le plus choquant se trouvait à la fin du dernier enregistrement de grand-père Edmund, réalisé 2 semaines avant sa mort. Henry, si tu entends ceci, cela signifie que mon heure est venue et qu'ils ont enfin montré leur vrai visage. Je veux que tu saches que je n'ai jamais cru aux mensonges qu'ils ont racontés à ton sujet. Je sais que tu m'aimes, je sais que tu serais venu si tu avais su que j'étais malade. Ils ont essayé de me convaincre que tu avais changé, que tu ne te souciais plus de ta famille. Mais je les connais depuis toujours, Henry. Je connais tous les mensonges qu'ils sont capables d'inventer. Je t'ai tout laissé, non seulement parce que tu le mérites, mais parce que je sais que tu feras ce qu'il faut. Tu as toujours été différent d'eux. Tu as de l'intégrité. Utilise ce que tu trouveras ici non seulement pour récupérer ce qui t'appartient, mais aussi pour t'assurer qu'ils ne pourront plus jamais faire de mal à personne. À la fin de l'enregistrement, j'ai pleuré pour la première fois depuis le mariage. Pas de tristesse, mais de soulagement. Mon grand-père n'avait jamais douté de moi. 2 semaines plus tard, le procès a commencé. Derek a été condamné à 2 ans de prison pour fraude, maltraitance de personnes âgées et exploitation illégale d'une entreprise. La juge a été particulièrement sévère avec lui. Monsieur Patterson, a-t-elle dit en utilisant son vrai nom, vous n'avez pas seulement volé de l'argent. Vous avez volé les dernières années de dignité d'un homme âgé et privé son petit-fils du droit de lui dire adieu. Cela démontre une cruauté qui va bien au-delà de la simple cupidité. Ma mère a été condamnée à 18 mois de prison avec sursis et à 500 heures de travaux d'intérêt général. Pendant le prononcé de la sentence, elle m'a regardé une seule fois. Il n'y avait aucun regret dans ses yeux, seulement la colère froide de quelqu'un qui s'est fait prendre. Rebecca et son mari ont été condamnés à de lourdes amendes et à une peine de prison avec sursis. Leur mariage n'a pas survécu au scandale. J'ai découvert par la suite qu'il avait accusé de l'avoir entraîné dans cette histoire et qu'il avait demandé le divorce 2 mois après le procès. Mais la véritable justice a pris une autre forme. L'histoire s'est répandue dans les médias locaux, puis nationaux. Une famille organise une fête d'anniversaire pour un grand-père décédé afin de dissimuler son héritage, a fait la une des journaux pendant des semaines. Derek a perdu non seulement son entreprise, mais aussi toute chance de travailler dans le domaine de la menuiserie dans l'Ohio. Personne n'embauche quelqu'un connu pour avoir utilisé de faux documents. Ma mère, qui avait toujours été fière de sa réputation dans la communauté, est devenue persona non grata. Des voisins qui la saluaient depuis des décennies traversaient désormais la rue pour l'éviter.
Rebecca, qui avait prévu d'utiliser le mariage pour lancer une entreprise d'organisation d'événements, a vu tous ses clients annulés lorsqu'ils ont appris la vérité. Qui aurait engagé quelqu'un capable d'orchestrer une supercherie aussi élaborée? Quant à moi, j'ai officiellement pris possession de tous les biens de grand-père Edmund. La maison, entièrement rénovée, est devenue un centre communautaire pour les personnes âgées, ce qu'il aurait approuvé, j'en suis sûr. La menuiserie a été vendue à l'un de ses anciens employés, qui s'est engagé à maintenir les normes de qualité établies par grand-père Edmund. Avec l'argent de la vente et d'autres investissements qu'il avait faits, j'ai créé une fondation en son nom. La Fondation Edmund Ellis offre une assistance juridique gratuite aux familles confrontées à des litiges successoraux ou à des cas de maltraitance des personnes âgées. 6 mois après le procès, j'ai reçu une lettre en prison. Elle était de Derek. Henry, je sais que je ne mérite pas ton pardon, mais je veux que tu saches que ce n'était pas mon idée au départ. C'est maman qui a suggéré de cacher la mort. Je me suis juste laissé entraîner parce que j'avais besoin d'argent. Ma famille traversait des difficultés financières. Ce n'est pas une excuse, je le sais. Mais je voulais que tu saches que grand-père Edmund parlait de toi tout le temps. Jusqu'à la fin. Il disait toujours que tu étais sa fierté. Je regrette profondément ce que nous avons fait. Je n'ai pas répondu à la lettre. Pas par colère, mais parce que certains ponts, une fois complètement brûlés, ne peuvent être reconstruits. Et c'est peut-être mieux ainsi. Lisa et moi avons décidé de déménager définitivement dans l'Ohio. Seattle avait été notre échappatoire, mais nous avons réalisé que fuir les problèmes ne les résout pas, cela ne fait que les repousser. Aujourd'hui, je travaille à distance en tant que consultant en technologie, tout en supervisant la fondation. Lisa a ouvert une clinique d'ergothérapie spécialisée dans les personnes âgées, en utilisant une partie de l'argent de l'héritage pour s'assurer qu'elle n'ait jamais à refuser un patient pour des raisons financières. Chaque matin, je prends mon café dans l'ancien fauteuil de grand-père Edmund, que j'ai apporté dans notre nouvelle maison, et je lis les lettres de remerciement envoyées par les familles que la fondation a aidées. L'une d'elles m'a particulièrement marqué. Monsieur Ellis, mon père de 85 ans était manipulé par mon jeune frère, qui l'avait convaincu de changer son testament. Grâce à votre fondation, nous avons pu engager des avocats qui ont dénoncé cette manipulation et protégé mon père. Il est toujours parmi nous, entouré de personnes qui l'aiment vraiment. Merci d'avoir transformé votre douleur en protection pour les autres. C'est ce que grand-père Edmund voulait dire par « faire ce qui est juste ». 3 ans plus tard, j'ai croisé Derek par hasard dans un supermarché. Il avait beaucoup maigri, il semblait avoir 10 ans de plus. Il travaillait comme caissier, ce qui était ironique pour quelqu'un qui avait autrefois dirigé une entreprise à 6 chiffres. Il m'a vu le premier et a hésité. Pendant un instant, j'ai pensé qu'il allait essayer d'éviter notre rencontre. Au lieu de cela, il s'est approché. « Henry », a-t-il simplement dit. « Derek, tu vas bien ?»« Je vais bien. Et toi ?» Il a esquissé un sourire triste. « Je survis. Je travaille honnêtement, pour la première fois depuis longtemps. » Nous sommes restés silencieux pendant quelques secondes. « Henry, je suis vraiment désolé. Pour tout. » Je l'ai regardé, non pas avec colère ou satisfaction, mais avec quelque chose qui ressemblait à de la compréhension. « Je sais, Derek. Et j'espère que tu trouveras la paix. » En m'éloignant, j'ai ressenti quelque chose d'inattendu. Non pas une victoire ou une vengeance accomplie, mais une véritable conclusion. La véritable transformation n'avait pas eu lieu lorsque les procès avaient été gagnés ou lorsque j'avais récupéré mon héritage. Elle s'est produite lorsque j'ai compris que le plus grand honneur que je pouvais rendre à la mémoire de grand-père Edmund n'était pas de détruire les personnes qui m'avaient fait du mal, mais de construire quelque chose qui empêcherait d'autres personnes de vivre la même douleur. Si vous suivez ce parcours vers la justice et le dépassement familial, abonnez-vous à la chaîne pour découvrir d'autres histoires sur la façon dont la vérité finit toujours par prévaloir, même lorsque tout semble perdu. Aujourd'hui, lorsque je me rends sur la tombe de grand-père Edmund, je n'apporte pas seulement des fleurs. J'apporte des rapports de la Fondation, montrant combien de familles ont été protégées, combien de personnes âgées ont été défendues contre la manipulation, combien d'héritages ont été préservés pour leurs véritables bénéficiaires. La pierre tombale est toujours la même, simple et digne. Mais j'ai ajouté une petite plaque à côté. Edmund Ellis, charpentier, grand-père, protecteur de la vérité. Sa sagesse continue de construire des ponts et de protéger des familles. La fondation qui porte son nom a déjà aidé plus d'1 millier de familles. Le véritable amour ne meurt pas, il se multiplie. La dernière fois que je m'y suis rendu, une vieille dame plantait des fleurs sur la tombe voisine. Nous avons engagé la conversation et j'ai découvert qu'elle était bénévole pour notre fondation. « Connaissiez-vous Edmund Ellis ?» m'a-t-elle demandé en remarquant où je me trouvais. C'était mon grand-père. Ses yeux se sont illuminés. « Alors vous êtes Henry.
Votre fondation a sauvé ma famille. Mon gendre essayait de me forcer à lui vendre ma maison pour une bouchée de pain. Vos avocats ont découvert qu'il avait falsifié des documents. Nous avons souri ensemble, deux personnes unies par une mission commune, protéger les plus vulnérables. Votre grand-père serait fier, m'a-t-elle dit. Il a créé quelque chose qui lui survivra. En quittant le cimetière cet après-midi-là, j'ai enfin compris la dernière leçon que grand-père Edmund voulait m'enseigner. Le véritable héritage n'est pas les biens matériels que nous laissons derrière nous, mais l'impact positif que nos actions ont sur la vie des autres, longtemps après notre départ. Derek, ma mère, Rebecca, tous ont choisi la voie facile de la manipulation et du mensonge. Ils ont payé le prix de ce choix. J'ai choisi la voie la plus difficile. Transformer la trahison en protection, la douleur en objectif, l'héritage personnel en héritage communautaire. Et tandis qu'ils ont tout perdu en essayant de voler ce qui ne leur appartenait pas, j'ai gagné quelque chose qu'aucun testament n'aurait pu m'offrir. La certitude que grand-père Edmund serait vraiment fier de l'homme que je suis devenu. Non pas pour avoir gagné une bataille juridique, mais pour avoir choisi de construire des ponts plutôt que de simplement brûler ceux que d'autres ont tenté de détruire. C'est la différence entre la vengeance et la justice. La vengeance prend fin lorsque l'ennemi tombe. La justice continue de construire un monde meilleur, longtemps après que les blessures ont cicatrisé.